Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1041 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur l'équipage de Joy Boy, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Log Pause à la recherche du One Piece. Le chapitre s'appelle Komurasaki. On peut voir sur la page cover la suite de la capture de Yonji et Niji. Pudding frappe Niji pour le fait d'avoir harcelé Sanji. C'est une page cover plutôt mignonne mettant en avant la relation Pudding-Sanji. Ne perdons pas de temps et attaquons-nous au chapitre. Momonosuke dit à Yamato qu'il a un peu communiqué avec Zunisha, mais qu'il a toujours aucune idée de quel crime ce dernier avait commis. On peut après voir Zunisha parler à Momo lui disant qu'il attend ses ordres pour agir et qu'il est venu pour se battre à ses côtés. Yamato est surpris et se réjouit du fait que Momonosuke sache communiquer avec Zunisha et qu'il est bien celui qui apportera l'aube au monde comme l'avait prédit Oden. C'est intéressant de se dire que Oden a accordé une aussi grande importance à Momonosuke et ça montre bien qu'il jouera un grand rôle d'ici la fin de l'arc. Le futur shogun de Wano doit bien faire ses preuves après tout. Momonosuke dit ensuite qu'il a appris grâce au journal de Oden pourquoi il devait rester en vie mais que ce dernier aurait déchiré les pages renfermant les secrets les plus importants du monde. On comprend après qu'il s'agit sûrement des pages sur Loftel et le One Piece car il se questionne sur qu'est-ce qui a pu faire rire Roger sur la dernière île. L'importance de la mission lui échappe donc. Oden ne peut pas être un prophète omniscient selon lui. Est-ce que si Oden était vivant, il voudrait toujours ouvrir les frontières de Wano Kuni dans ces conditions? Tant de questions que se pose Momonosuke semblant vraiment dans une incompréhension des plus totales. Les pages manquantes font douter Momo sur ce qu'il doit faire. Il dit qu'il ne détient pas la sagesse de son père et qu'au vu des potentiels dangers pour les habitants, il préfère garder les frontières fermées. Il demande alors à Yamato si cela fait de lui un lâche. Eh bien personnellement, je ne dirais pas qu'il est un lâche. Mais Zunisha est venu et Oden a dit que quelqu'un ouvrira les frontières à notre époque. C'est que cela doit être fait. Les morts et les dangers, il y en aura d'office puisqu'il faut aller à l'encontre du shogun et de Kaido. C'est clair que ce ne sera pas du tout rose et que Oden le savait, mais c'est comme ça. Momonosuke garde sa mentalité d'un enfant de 8 ans. Je comprends donc qu'il ne soit pas comme son père l'était. Mais il est trop tard pour reculer. Les pages qui ont été déchirées sont sûrement celles que Toki avait entre ses mains à la capture d'Oden. Elle les a mis en pièces également pour que personne ne puisse tomber dessus. Le fait que le journal ne soit pas complet est un argument à ajouter en plus pour dire que Yamato deviendra un Mugiwara. Car si beaucoup sont contre son entrée dans l'équipage, nombreux sont ceux à dire qu'il n'a pas le droit d'être un Mugi, ayant lu le journal et connaissant tous les secrets du monde. Je vous l'avais déjà dit, mais il aurait été stupide de la part d'Oden de laisser un journal avec les informations sur le One Piece, Loftel, etc. à la vue de tous. On se retrouve après au 3e étage, à l'intérieur du château, à la bataille du couloir où Raizo crie de douleur, en train de brûler. Il essaie de rester digne en disant que ce n'est pas chaud, mais il s'écroule et on voit bien qu'il a atteint sa limite. Il reste vainqueur du combat car comme on l'a vu au chapitre précédent, Fukurokuju s'était déjà écroulé. Il met un terme au combat en disant à Fukurokuju qui est déjà KO que les shinobi sont libres et ce même à cette époque. Jinbei est dans les parages et aperçoit Raizo et lui demande pourquoi il ne s'enfuit pas et Raizo lui dit que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Parle-t-il du fait qu'Onigashima soit une menace pour Wano Kuni? Parle-t-il de l'heure? Sachant qu'il voulait vaincre Kaido avant l'aube? À voir. Heureusement que Jinbei tombe par hasard sur Raizo, il pourra le sauver du feu qui le brûle et Raizo survivra donc. Rien de bien surprenant. Le chapitre continue ensuite au 2e étage où se trouvent Orochi et Komurasaki. Orochi s'énerve et traite Fukurokuju d'incapable, ce dernier n'étant toujours pas revenu. Il compte que sur les autres à son habitude et il les traite d'incapables quand ils échouent à leur mission. Mais il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Une grande gueule comme il a toujours été. J'espère qu'il mourra vite, histoire de tourner la page car je ne le supporte plus. Des notes de musique attirent l'attention de Orochi qui hurle à Komurasaki que ce n'est pas le temps de jouer de son instrument. Il pète un câble en disant que c'est une question de vie ou de mort et lui dit de retirer son masque car elle n'a pas à le porter tout le temps. Il doute du fait qu'elle soit la vraie Komurasaki et qu'elle serait finalement qu'un simple esprit. Un bruit venant du plafond le fait tilter et des ruines lui tombent dessus. Il essaye de se transformer mais n'y arrive pas sans comprendre pourquoi. Komurasaki lui dit qu'il était si distrait qu'il n'a toujours pas remarqué. Elle a donc fait quelque chose sans que ce dernier l'ait vu. Alors qu'il continue de croire que Komurasaki est de son côté en lui demandant de l'aider, elle lui fait comprendre qu'elle a utilisé un clou en granit marin, l'empêchant de se transformer.
elle a su agir minutieusement pour que Orochi se retrouve à sa merci. Et j'aime le fait qu'elle se joue de lui tout en restant parfaitement calme, alors que lui passe son temps à hurler ayant peur pour sa peau. Il n'arrive pas à croire que Komurasaki lui ait fait ça et pensait qu'elle l'aimait. Ce à quoi elle répondit qu'il n'y avait pas une once d'affection pour lui dans son cœur et qu'il était ridicule. Orochi est étonné et Komurasaki continue son dialogue, lui disant que c'est presque poétique que sa chanson préférée soit également La Princesse de Lune. Et on a un mini flashback où l'on voit Oden dire à Hiyori enfant qu'il adore ce morceau. Elle révèle alors que c'est la mélodie préférée également de son père, Oden Kozuki. Révélation qui effraie Orochi. Komurasaki lui dit qu'il n'y a donc pas de quoi sourire et malgré son masque, on sent sa colère et sa haine. On n'en voit pas plus mais Komurasaki semble déterminé à en finir avec Orochi et j'espère que ce sera elle qui lui tranchera sa dernière tête et qu'il va vite mourir. On retourne ensuite au sous-sol auprès d'Izo qui, ne l'oubliez pas, fait face au CP0. Il veut que Kiku vive absolument et tombe KO emportant avec lui un des deux membres du CP0. Izo n'est pas à sous-estimer, il vaut quand même plus de 500 millions de berries, mais qu'un membre du CP0 se fasse avoir par ce dernier blessé reste décevant. On voit aussi que l'autre membre du CP0, le chef de son groupe, est en colère qu'un ex-membre de l'équipage de Barbe Blanche aide les Mugiwara. Il reçoit après un appel de qui je présume Eluchi qui lui dit qu'il y a un ordre direct des 5 doyens qui lui est assigné. L'ordre est qu'il faut éliminer Luffy sur le champ, et l'homme masqué répond que c'est impossible pour lui d'intervenir dans le combat entre ce dernier et Kaido. Logique puisqu'il se ferait bousiller en une demi-seconde par un clash de Haki des Rois entre Kaido et Luffy. On lui dit alors qu'on est au courant des circonstances que ça implique et que la nature mondiale de cette bataille est ce qui rend cela important. C'est un ordre de précaution nécessaire même s'ils ne sont pas au courant de tous les détails. Le fait que les doyens changent subitement de cible et qu'ils donnent eux-mêmes l'ordre de capturer Luffy le plus rapidement possible juste après qu'ils aient parlé d'un fameux fruit du démon il y a 4 chapitres ne me laisse pas de marbre. La possibilité que le fruit soit bien celui de Luffy se renforce tout de même. Après tout, c'est un fruit qui a été transporté dans les navires du gouvernement et qui a été dérobé. Le membre masqué du CP0 finit par se demander quel est le problème avec l'équipage des Mugiwara. A noter qu'il a été révélé que le terme précis dans l'ordre en japonais était d'effacer Luffy. Un terme qui a été utilisé par Im-sama également quand elle se demandait quelle lumière il fallait effacer de ce monde. Le chapitre continue en montrant la situation de plein de personnages dont X-Ray qui se relève disant qu'il ne s'écroulera quand même pas les mains vides. Et ce dernier est juste derrière le fameux membre restant du CP0. On peut donc supposer que ce membre n'atteindra jamais le toit où se trouvent Kaido et Luffy. Puis on passe autre part dans les sous-sols avec Usopp qui essaie de fuir car le château brûle. Il ne compte pas laisser Kiku et Kinemon mourir et leur dit de tenir bon encore un peu. Il se précipite car l'endroit où ils sont tombe en ruine et le gifter qu'il chevauche lui dit de le laisser faire. On part après du côté des Mix où Nekomamushi dit à Wanda et Carotte qu'il faut retourner au dôme. Et ils se demandent tous si l'île tiendra. On sent vraiment qu'on est au summum de la bataille. L'île tremble et tombe en ruine de chaque côté. Ensuite, on voit Franky qui demande à Zoro s'il est toujours en vie alors que ce dernier tombe de l'île. N'ayant aucune réponse, l'inquiétude de Franky se ressent alors qu'il hausse le ton espérant que Zoro l'entende. On peut voir que Zoro est inconscient et ensanglanté, aucune trace de la faucheuse visible. Est-ce que Zoro reprendra bientôt connaissance? Et qu'est-ce qu'il se passe dans son subconscient? Hâte de voir où cela mènera car Oda n'introduit pas une intrigue pour la supprimer sans réponse. On continue de voir comment se porte l'alliance de chaque côté de l'île et on se retrouve cette fois-ci avec Nami. Nami et Zeus entendent des voix se réjouissant du fait qu'ils ont eu quelqu'un et Nami présume que Law et les autres ont dû abattre Big Mom. Elle se demande comment les autres se portent avec l'incendie et Zeus semble triste pour Big Mom. Réaction naturelle puisqu'il est un fragment de son âme. Et le fait qu'il soit vivant prouve bien que la Yonko n'est pas morte de l'explosion. Et elle l'avait de toute façon d'ores et déjà dit qu'elle ne mourra pas. Nami réagit quand même en disant à Zeus qu'il doit se souvenir qui est la plus importante entre elle et Big Mom, et ce dernier dit que c'est bien évidemment elle. Plusieurs alliés sont rassemblés à cet endroit, dont Marco qui dit qu'ils ne peuvent toujours pas baisser leur garde et que l'île est toujours l'endroit le plus dangereux du monde. On continue en repartant sur Law et Kid où on peut voir l'énorme trou où ils ont éjecté Big Mom et leur équipage crie qu'ils ont bel et bien vaincu la Yonko. Kid et Law sont couchés et aperçoivent des ruines tombées d'en haut. Kid se demande s'il faut se préparer car Kaido est toujours là-haut et Law lui dit qu'ils ont déjà fait leur part. Même si Kaido est celui qui redescend et donc gagne le combat, il dit qu'il n'a plus la force de se battre. Ils ont vaincu une empereur à deux, ils n'ont rien d'autre à faire. Kaido est pour Luffy et Luffy seul.
La dernière partie du chapitre se concentre donc sur le combat du toit où Luffy et Kaido se clashent alors que ce dernier demande à Luffy s'il a entendu le fait que Big Mom est perdu. Ce à quoi Luffy réplique que Law et Kid sont tout bonnement incroyables. On entre dans un mini flashback avec la première discussion entre Kaido et Big Mom dans l'équipage des Rocks où Big Mom s'adresse à Kaido qui à cette époque restait silencieux et de son côté. Elle lui demande quel âge il a et il répond qu'il en a 15. Elle lui dit qu'il est bien jeune et que c'est donc la première fois qu'il fait équipe avec Rox. Phrase intéressante puisqu'elle sous-entendrait que Big Mom avait déjà fait équipe avec Rox. Elle lui dit qu'il ne faut pas lui faire confiance et qu'il peut venir lui dire si quelque chose le tracasse. Elle termine par se présenter en disant qu'elle sera la femme qui régnera sur les mers. Tous ces souvenirs faisant surface, Kaido dit que Big Mom et lui ont beaucoup d'histoires ensemble. Il est en phase d'ivresse, de tristesse et se blâme lui-même d'avoir laissé la Yonko perdre alors qu'ils s'étaient juré de trouver le One Piece ensemble. Luffy l'attaque en guerre force Snake Man avec un Gomu Gomu no Hydra. Il est enragé et dit à Kaido de ne pas parler de ses rêves car ils ont fait mourir de faim tout un pays. Luffy dit que c'est son ultime guerre fort et qu'il continuera de frapper jusqu'à ce qu'il soit à bout de force et Kaido ne comprend pas d'où viennent tous ces points. Luffy frappe extrêmement vite étant en Snake Man et Kaido n'utilise pas son haki de l'observation comme d'habitude. Le chapitre finit sur une case de Luffy qui dit qu'il va dégager Kaido du pays. Il est certain pour moi que Luffy ne vaincra pas Kaido avec le Gear Force et cela annonce donc un Gear 5 ou un éveil vu qu'il dit que ce sera son ultime Gear Force. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton haki du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!